J'ai eu la chance de voir débuter à la télévision des lutteurs comme Chris Benoit, Owen Hart, Bret Hart, toutes des gens qu'on a appris à connaître avec le temps, mais que moi, dans les années 70, j'ai vu. J'ai eu la chance de voir la lutte internationale, l'époque de Dino Bravo, Ricky Martel, à l'époque de Québec, de la bottine Tyler, Gilles Le Fiche-Poisson et tout ça. Et là, je me suis dit, ça serait le fun, quelque part, d'en parler à l'émission, vu qu'on parle de passion, mais j'ai pas envie, moi, de parler de ma passion, j'ai envie d'entendre la passion de quelqu'un d'autre. Et j'ai réussi à rencontrer M. Daniel Tremblay, qui est un lutteur ici au Québec. Oui, exactement. Donc, on fait de la lutte, on pourrait dire de la lutte professionnelle, mais indépendante. Exact. Et là, je voulais pas tomber dans le créneau WWF parce que ce que tout le monde voit, c'est WWF, anciennement la WCW ou la TNA présentement, ou même le Ring of Honor, qui sont des grosses fédérations internationales. J'avais vraiment le goût de parler de la lutte ici au Québec. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire de la lutte aujourd'hui à Québec? Est-ce que, puis d'abord, en passant, Daniel, est-ce que je dois t'appeler Daniel ou je dois t'appeler Razor Revolution? Ah, ça, c'est à ta convenance. Si tu veux m'appeler par mon nom de lutteur, il n'y a pas de problème. On va y aller avec Daniel. Elle vient de où, cette merveilleuse passion de la lutte professionnelle? Oh mon Dieu, ça vient, je te dirais, des années 80. Dans les années 80, non, même encore, bien avant les années 80, des années 70. Je ne veux pas dire mon âge non plus. C'est que, moi, je suis l'époque de Dino Bravo. Okay. Dino Bravo, Gilles de Fiche-Poisson. À peu près ma période. Oui, exactement. Puis, quand j'ai commencé à écouter, c'était à la télévision que j'ai commencé à suivre la lutte. Ça fait que la lutte Grand Prix, sur le matelas, les as de la lutte, sur le matelas. Ça fait que j'écoutais ça à TV à ce qu'on appelle, à l'époque, ce qu'on appelait, ce qui n'est pas TVA, mais Télémétropole. Télémétropole. Ça fait que j'écoutais ça, puis... bon, là, on annonçait les gros galas à Sherbrooke, un peu partout à Windsor, à Québec. Puis là, j'ai dit, ben, ça doit passer à la TV. Mais non, ça ne passait pas à la TV vu que c'était des gros événements. Oui. C'est qu'on écoutait ça le dimanche, comme à peu près, comme tout le monde, on pourrait dire dans les foyers québécois que c'était la norme. Si je ne me trompe pas, le dimanche matin de 11h à midi. Exactement, oui. Voilà. Puis, bon, puis là, quand je voyais les Québécois, quand je voyais Dino Bravo, Brito, Poisson, Martel. Les Rougeaux. Les Rougeaux, oui, justement, que j'ai rencontré Jacques hier à son fameux gala qu'il a donné à Granby. J'étais allé faire un tour et j'ai vu Jacques. J'ai parlé un petit peu avec Jacques. Ça fait qu'après ça, ben, tu sais, c'était un monde que, tant qu'à moi, c'était l'homme fort mélangé avec comment on pourrait dire ça? L'adresse de virer quelqu'un puis de le combattre dans un sens. Donc, puis, l'agilité. L'agilité. Puis, en même temps, ben, c'est le plus vieux sport au monde. Écoute, même l'homme des cavernes devait lutter pour sa survie. Ça fait que, sauf qu'il ne luttait pas avec des gars, ben, plus tard un peu, mais avec les animaux pour se nourrir. Mais comment on fait pour se développer une passion? Parce qu'il faut comprendre, là, aujourd'hui, les gens, ils savent tous que c'est, bon, entre guillemets, du fake, il y a des storylines, il y a des ça. Mais dans les années 70, désolé, on y croyait. Non, là, c'était très fermé, là, oublie ça. Oui, tu y croyais. Puis, tu sais, mettons, tu voyais Ricky Martel qui se choquait à la télévision, puis qui prenait une bouteille de bière, puis qui se cassait ça dans le front, puis qu'il saignait, puis là, tu disais, mon Dieu, mais Ricky, mais qu'est-ce que tu fais? Oh oui, non, c'était les années 70, c'était la lutte, les lutteurs, c'était un club fermé, déjà en partant. Tu rentrais pas là comme tu veux, d'un en partant, qui pouvait pas, tu sais, c'était comme, il fallait que tu fasses tes preuves. Puis un coup, tu avais fait tes preuves, puis que tu avais, on pourrait dire, enduré toute la merde qu'on pouvait te donner. Parce que quand tu es le petit nouveau, il faut que tu fasses tes preuves. Ça veut dire qu'il faut que tu montres que tu vas rester, puis qu'on peut compter sur toi aussi. Parce que, oui, les gars se tapochent, qu'on pourrait dire, sur le... Tu sais, ils se tapochent entre eux autres, mais c'est une famille aussi. Puis la famille, c'est des fois, c'est tu touches pas. Oui, on donne un show. Oui, on fait, tu sais, on se donne des coups, mais il y a un respect qui se fait pareil. Puis, bon, ben, quand tu veux rentrer, ben, on veut voir si t'es le petit gars à papa ou le petit gars à maman.
On veut le savoir. Ça fait que oui, tu vas au début, dans ces années-là, tu vas rusher, mais solide, là, réellement. J'ai écouté un documentaire où justement on voyait, il parlait surtout de Harley Race, puis qui disait que quand il y avait un petit nouveau qui rentrait, Harley était le premier lutteur à l'essayer, puis habituellement, le petit jeune, il a mangé une sincère, parce que c'était pas des coups organisés, comme on dit, qui remontaient, là, mais le petit kid, quand il finissait son match, il avait la poitrine pas mal rouge. Moi, j'ai jasé avec un ami qui s'appelle Jimmy Starr. Ça fait longtemps qu'il est dans la lutte, c'est un très bon ami. Il m'avait parlé de Bad News Brown. Oh mon Dieu, Bad News, ben oui. Il a lutté avec Bad News Brown. OK. Puis, il en a mangé des bonnes. Il dit, j'ai sorti de là, il dit, j'étais magané, j'étais poqué. Mais sauf que, à son dernier combat, parce qu'il faisait une tournée, puis dans la tournée, il se battait souvent avec le même lutteur, dans différentes villes. Puis, à la dernière ville, il a dit à Jimmy, il a dit « You are over ». C'est toi qui es l'over. Ça veut dire c'est toi qui va gagner. Jimmy ne s'attendait réellement pas à ça, puis que pour lui, c'était une marque de reconnaissance. Ah, c'est bon, ça. Alors, on revient en arrière. Tu écoutes la télévision, tu écoutes la lutte internationale, les arts de la lutte et tout ça. Où se fait le déclic de dire « OK, mon rêve, c'est ça ». C'est quand j'ai vu Hogan. Donc, on parle des années 80. Le début des années 80, parce que il y a un moment donné, il y a eu comme qu'on pourrait dire, un mouvement, pas un mouvement, mais une période où on a perdu de vue un peu Bravo, puis la lutte au Québec s'est perdue. Ça fait que... Mais ça, c'était quoi? L'intersection de l'international avec la WWF? Oui, exactement, oui. Ça fait qu'on n'entendait plus parler, puis la WWF commence tranquillement. À l'époque, elle commence à acheter un peu tout le monde. Elle a pas, Vince McMahon, il faut lui donner ça. Il n'a pas acheté Fédération, il a acheté contre des lutteurs. Ouais. Ça fait que, à partir de là, la WWF devient de plus en plus visible à la télé, même à la TV ordinaire. Puis on s'aperçoit qu'après ça, il y a Édouard Carpentier qui commence à décrire les matchs à la télévision pour le Québec. Ça fait que ça veut dire qu'on a comme une place. Puis là, on peut commencer à regarder les Américains avec encore quelques Québécois qui vont participer un peu à la WWE. F à l'époque. À cette époque-là, il y avait été chercher Bravo, il y avait été chercher Martel, les Rougeaux, mais sans Armand. Il y avait Frenchy juste Jacques Martin. et Raymond. Frenchy qui était avec Dino, effectivement. Exact. Ça fait que là, je commence à écouter ça tranquillement. Puis réellement, c'est un peu quand j'avais commencé à écouter WrestleMania. Le fameux le premier. Le premier, où ce qu'on voit Hulk Hogan avec Mr. T. Contre Piper et Orton. Exact. Non, c'est Piper et Mr. Wonderful Paul Mr. Wonderful Paul Orndorff, exact. Ça fait que c'est là un peu que le déclic s'est fait, je te dirais. Tranquillement, c'est là que j'ai commencé à regarder de plus en plus, mais sans, tu sais, peut-être un jour devenir lutteur en tant que tel, là. Ça fait que je commence à regarder et à commencer à aimer ce sport-là. Parce que même dans les années 70, j'aimais déjà ce sport-là, mais après ça, quand on commençait à être de plus en plus capable de l'écouter à chaque semaine régulièrement, c'est là que j'ai commencé de plus en plus à l'aimer puis à le suivre. Puis réellement, le déclic réel là, pour dire je cherche une école de lutte, là, que je veux commencer à chercher une école de lutte, c'est quand j'ai rencontré Scott Hall. OK, Razor Ramon. Le fameux Razor Ramon à l'époque. D'où le nom Razor Revolution? Oui, exactement. c'est qu'à l'époque, il y a Pierre-Carl Ouellet qui était encore à WWE. F encore à l'époque. Oui. Puis, ils s'en vont à Shawinigan en 1996, au mois d'août, au World Tour de Force. Ça fait que moi et mon cousin, on s'en va là. On s'en va voir. Il y a Undertaker avec Paul Bearer. Les gros noms sont là. Brett était là, ça doit. Oui, Brett était là. Sean après ça, Sean. Non plus. Après ça, tu avais One, Two, Three Kid qui était là. Owen qui était là aussi, qui a donné un très beau show. Ça fait que le show finit. Tatanka aussi, le fameux Indien. Oui. Ça fait qu'à un moment donné, le show finit, tout. Ça fait que les lutteurs, on est dans une aréna. Ça fait qu'il faut que les lutteurs partent. Ça fait que certains vont prendre la porte de gauche, de droite, au centre, en arrière, tu sais, puis ils essaient de partir chacun, pas en même temps, mais pour disperser un peu la foule. Et à un moment donné, chacun essaie de prendre son bord, mais tu sais bien que quand il y en a un qui est vu, son nom est dit tout de suite dans la foule, tout le monde s'en va vers lui. Fait que ça laisse aux autres lutteurs le temps de s'en aller. Fait qu'à un moment donné, tout le monde crie « Razor Ramon ».
Ça fait que tout le monde s'en va vers lui. Écoute, le monsieur mesure 6 et 7. À l'époque, il faisait 275 à 280 livres. Ouais. C'est... Mais pour que le monde comprenne, mais Razor Ramon, parce que oui, le monde connaît Razor Ramon, mais il y a des fois, il y a des gens qui ne savent pas relier les noms. Son vrai nom de lutteur, c'est Scott Hall. Je l'ai connu sous le nom de Scott Hall à l'époque de la AWA. Oui, le premier nom, ça a été Big Scott Hall. Oui, Big. Parce qu'il était réellement gros. À l'époque, il faisait équipe avec Kurt Hennig. Kurt Hennig, et il a même fait équipe avec The Punisher, qui va devenir plus tard Undertaker. Oui, c'est vrai. Surtout au Japon. Il y a des combats qu'on peut voir sur YouTube au Japon. Ça fait que il sort, tout le monde s'en va vers lui, et c'est là que j'ai pu le rencontrer. Ça fait que j'y ai donné la main. Et un coup que j'ai donné la main, qui repart, lui, il était champion intercontinental, je me suis encore viré pour le regarder partir. Le charisme que cet homme-là avait. Ça fait que, puis, un petit fait anodin, cocasse, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit jeune qui veut sortir Tatanka. Hey, il veut avoir son autographe. Fait qu'il s'en va le voir, mais à l'époque, Tatanka est dans les hills, dans les mauvais. OK, c'était le temps qu'il travaillait pour le 6 millions, pas le 6 mais le Ted DiBiase. Avec Ted DiBiase. Ouais. Il veut sortir, il veut avoir sa signature, ça fait qu'il s'en va le voir, puis il tend le stylo avec l'affiche du gala. Et Tatanka fait un mouvement comme s'il voudrait quasiment comme se battre avec. C'est que le monsieur, le père du petit gars, il dit « Hey, wow, le kawish, là, prends ça relax, là. » Mais je pense que Tatanka, le mot kawish, n'a jamais su ce que ça voulait dire en tant que tel. Mais il jouait on aurait pu dire qu'il jouait un peu son rôle, même dépasser son personnage de lutte là, après le gala, qu'on pourrait dire. Fait que là, après ça, il y avait l'intérêt d'aller dans une école de lutte? Oui. Ça, c'était à Québec qu'on a fait... Oui, moi, sans le savoir, il y avait une école de lutte qui était à Shawinigan, qui était la FCL, mais ça... c'était en Mauricie, mais on aurait dit que la publicité ne se rendait pas jusque chez nous. OK. Je ne sais pas si qui est le plus profond entre les deux. Bon. Mais j'ai un de mes amis qui travaillait au service des loisirs à Saint-Marc qui me dit, Daniel, il y a une école de lutte à Québec. Hey, wow! J'ai dit, il me donne l'adresse toute, ça fait que je m'en vais voir. C'était à l'Arpidrome de Québec. Ça fait que je m'en vais voir. Ça s'appelait à l'époque la RCW. Ça fait que je m'inscris en plein milieu de session. Le gars il reste surpris. Il dit écoute, c'est parce qu'on est en plein milieu de la session. J'ai dit je m'en fous. Je suis prêt à payer le plein prix, mais je veux rentrer. Ça fait qu'il dit OK, si tu veux payer le plein prix, il dit moi je suis prêt à te prendre tout de suite. Ça fait qu'il me prend. Ça fait que je commence à mi-session. Je suis les cours avec les plus jeunes, puis il y avait déjà les plus vieux qui étaient déjà avancés. Ça fait que moi, je continue. Puis fait que je continue encore. Je prends un autre cours l'automne, à l'été. Je continue. Puis, là, à un moment donné, que la RC fait son premier gala à l'Arpidrome de Charlebourg. À ce temps-là, moi, je travaillais en 98-99. Je travaillais dans une ébénisterie. L'Arpidrome est plein. C'est Henri Dosti qui vient mener le ring de Montréal à l'Arpidrome. Puis Henri Dosti, lui, quand il arrive avec son ring, écoute, c'est le ring qu'a vu passer Jean Ferré, qu'a vu passer Hogan. C'est un ring qui a fait les vieux, là, autrement dit. Il a fait les différentes fédérations. Lui, il a fait tout ce qui est fédération des années 70 avec ce ring-là. OK. Il arrive avec un ring qui est dans une Econoline qui mesure 24 pieds de long. Le ring mesure 24 pieds par 24 pieds. OK. Ça fait que c'est tout un ring. Il arrive avec ce ring-là, puis on commence à le monter, à l'aider, tout, puis il commence à nous dire l'histoire de ce ring-là. Là, on fait comme « Wow! Il y a du monde qui a passé là-dessus. » Puis, envers l'objet, on a quasiment un respect envers l'objet, pratiquement. Ça fait que le gala se passe bien, ça le comble, le monde a aimé. Moi, je fais mon premier gala, mais là, tu sais, tu es devant peut-être 600 personnes. C'est ton premier. Tu n'es pas habitué. Là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Puis tu dis, mais il ne faut pas que je manque mon coup. C'est parce que le monde, comme tu dis, il y en a qui, oui, ils vont le prendre au pied de la lettre. Ils vont dire, ah non, c'est pas arrangé, c'est pas arrangé. Mais il y en a qui le savent, tu sais, qui s'en doutent, mais ils vont dire jusqu'à quel point ça peut l'être. Ouais. Jusqu'où qu'on peut envoyer l'illusion que le gars mange une vraie volée quasiment. Ça fait que... Il y en a un qui me dit un truc, il me dit, gars, au début, occupe-toi pas de ta foule.
fais ton match. Fais ton match, fais ce que tu as à faire, puis la foule va suivre. Puis à la longue, tu vas être capable d'aller chercher ta foule. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai laissé un petit peu faire la foule. Déjà, on avait le clan des Hills, les clans des Faces. Moi, à l'époque, j'étais dans les Faces. Ça fait que le gars avec qui que je lutte, il rentre, il se fait huer maintenant, puis on lutte, ça va super bien. La foule est avec moi de mon côté. On fait un beau match. Il y a une intervention d'un autre lutteur que plus tard, je m'en vais vers lui pour faire un autre feud. Ça a super bien été. Puis une petite anecdote comme ça, à un moment donné, je pratique un petit peu comme ça, puis le gars m'envoie directement sur les prunes du ring, sur un sidewalk slam. Je peux te dire que ça fait mal. Ça fait mal, puis ça a étouffé. OK. Dans le combat, il m'a refait la même chose. Il dit, non, il dit dans le combat, il dit, je m'étais envoyé dans le centre. On fait le combat, il m'a envoyé à exactement la même place qu'il m'a envoyé la première fois. J'ai choqué, ça, tu peux en être sûr. Mais sinon, ça a bien été. C'était un très beau combat. Après ça, la RC, on a fait un deuxième gala par après, à la même place. Après ça, on a fait un autre gala à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis là, on est parti, là. Oh oui, ça part. Là, c'est parti. Oui, là, c'est parti. Mais à l'époque, je ne m'appelais pas Reserve Evolution. Là. Oublie ça. Là. Non. Parce que on m'appelait Scott Davidson. Parce que déjà à l'époque, on sait que... Mais le Scott, on sait d'où il vient? Oui. La base est là pareil. C'est ça, oui, la base est là. Parce qu'au début, je voulais m'appeler... je voulais prendre le nom de Diesel, mais Diesel, dans le fond, c'est Kevin Nash. Je voulais m'appeler Scott Nash. OK. Mais le propriétaire de la RC, il dit, non, ils vont trop faire le lien automatique avec Scott Hall puis Kevin Nash. Il dit, on va t'appeler, il dit, moi, je t'appellerai Scott Davidson. Ouais, c'est pas bien. Oui, j'ai dit, OK, c'est correct. De toute façon, c'est toi qui es le boss de la Fed. Ça fait que c'est pour moi qui va décider en tant que tel. Mais non, parce que après, c'est peut-être un nom qu'on va regarder avec... Oui, même encore aujourd'hui, il y en a qui m'appellent encore sous ce nom-là. Là. C'est ça? Oui, il y en a encore. Ça fait que je garde mon premier nom, Scott Davidson. Ça fait que je roule avec jusqu'à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis à un moment donné, je rencontre Sonny Wacloud. Oui, le Sonny fameux Wacloud. Sonny. Tout le monde connaît Sonny dans le domaine de la lutte. Lui achète le ring de Henri Dosti. Oh! Parce que nous, à la RC, on le louait. Mais Sonny, lui, décide de partir sa propre fédération qui va devenir la CCW, Canadian Championship Wrestling. OK. Puis là, on est dans quelles années à peu près? Là, on tombe dans les années 2000, okay. 2000-2001. Ça fait que... là, on est pas loin où on commence la guerre WCW-WWF. Oui, elle est commencée. Là. Oui, elle est déjà commencée. Oui, on est en plein dedans. Là. Là, il me demande, il dit si ça m'intéresserait d'y aller. Ça fait que j'ai dit oui, c'est sûr et certain, mais tu sais, je dois une certaine loyauté pareil à la RCW. Mais il se passe de quoi avec la RCW, avec l'événement qui s'est passé à Saint-Anne-de-la-Pérade? Là, ça remet en question tout un peu ce que j'avais envie de faire avec eux autres. Puis quand j'entends parler de la CCW, comme de quoi que l'école de lutte d'école, la CC, tout ça, je m'en vais voir Sonny. Puis je demande à Sonny, j'ai dit, je veux en premier, c'est Kevin Martel, parce que Kevin est associé avec Sonny. Ça fait que je dis, j'aimerais rentrer. Kevin, il me répond, ouais, c'est parce qu'on a tous nos élèves, on est plein, c'est tout ça. Sonny me voit, il dit, non, il dit, il rentre. Il va rentrer, ça me prend un gros, il dit, il va rentrer. Ça fait que je commence avant de devenir lutteur, qu'on pourrait dire, on suit nos cours, tout. C'est que c'est sûr qu'il m'en manquait encore un peu. Là, tu fais beaucoup de combats, tu fais beaucoup en étant à l'école. De shows, mais tu es encore étudiant. Oui, je suis encore à l'école de lutte. Okay. Là. Oui. Bon. Oui, on n'a pas encore atteint le niveau professionnel. Non, pas encore. OK. C'est ça. Puis, quand tu es étudiant, qu'on pourrait dire, élève, lors des galas, tu démanches et tu montes le ring. Et en même temps, le soir du gala, tu es dans la sécurité. Enfin, on fait tout. Oui. On fait pas mal de tout. Parce que des fois, tu écoutes la WWF puis tu vois un Terry Taylor qui est supposément près de la sécurité, puis tu te dis, ouais, c'est un lutteur, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est parce Exactement. Puis en même temps, ça prouve que tu veux continuer puis tu veux rester. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont suivre le cours puis ils vont sacrer le camp.
Puis souvent, ben, quand c'est le démontage de ring, ben, on sait qui veut rester, puis ceux qui veulent partir. Ceux qui partent, ils vont dire, ben là, ils vont se trouver une défaite, ils vont s'en aller. Il faut que j'aille voir ma blonde, il faut que j'aille voir ci, il faut que je fasse ça. Ça fait qu'eux autres, ça va prendre un petit peu plus de temps avant de rentrer sur un ring de lutte. Ça, j'en ai vu. Un petit fait, juste comme ça, c'est qu'à un moment donné, Nightmare Manson, il fait un combat, c'est un combat de table. Ça fait que le lutteur monte sur la troisième corde. Moi, je suis à côté de la table, que lui doit se garrocher sur la table, sur le côté des barricades, sur un lutteur. Puis le lutteur se tasse, fait que Manson tombe direct sur la table, mais il tombe assis sur le coin de la table. God. La table part dans les airs, elle ne pète pas. Lui, il se rassit à terre, tombe couché. Je m'en vais tout de suite Guy parler pour Guy demander s'il va bien. Ça, c'est les norme, gars de sécurité, c'est la norme, c'est ça. Il faut que tu ailles voir si le lutteur est correct. Il me dit oui. Et puis il dit, après ça, il me dit, puis c'était-tu beau? Ah, j'ai dit, c'était impressionnant. Moi, ma première question serait, elle est rendue où la table? Parce que si tu fais ce geste-là, puis pendant ce temps-là, la table va dans les airs, c'est pas une bonne idée, ça vous retombe dessus après, là. C'est que j'ai dit, c'était tout un move, c'était toute beauté. Fait que, il arrive pour se relever, il dit, je ne sens plus mes jambes. Puis là, ça se bat à côté, là. Je suis là où j'y parle, puis 5 pieds à côté, ça se bat entre les autres, là. C'est parce que c'est un combat en équipe. Je me garoche dessus pour le protéger et je crie aux autres lutteurs, il ne sent plus ses jambes, il ne sent plus ses jambes. Les gars se sont dispersés tout de suite. Et, les ambulanciers sont arrivés. Y aurait-tu le match dans ce temps-là? Non, le match a continué. Hein, le match a continué, lui, oui, exactement. Et déjà, il savait que je le protégeais, là. Ça fait qu'après le match, là, les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le civière, ils l'ont emmené à l'hôpital. C'est seulement qu'à l'hôpital qu'il a commencé à sentir le bout de ses jambes, tranquillement, les orteils, tranquillement. Ça fait qu'il est arrivé avec deux vertèbres écrasées. Là, il a fallu qu'il y ait un plâtre au niveau du dos. Ça fait que, oui, des fois, on dit que c'est arrangé, mais les blessures sont des fois très graves. Moi, je vais le dire, le moment où j'ai le plus de difficultés avec la lutte professionnelle est probablement la période où est-ce que les gens ont le plus trippé. Les Hardys, Edge et Christian, les Dudleys, les matchs de table, ladder and chair sont des matchs que je trouve totalement délirants et totalement stupides parce qu'ils ont mis leur vie en jeu. Parce que, oui, OK, quand ça va bien, ça va bien. Mais on prend juste je sais pas, de toute façon, je vais te le dire, toi, tu vas le kicker parce que tu l'as probablement vu, le match. Mais quand tu as Jeff qui est pogné après le titre, puis que tu as Edge qui fait un spear dans les airs, OK, le gars est à peu près à quoi, 10, 15 pieds dans les airs? Au moins 15 pieds dans les airs. OK, il tombe sur le dos. Oui. Je m'excuse, là, OK, les gens peuvent dire c'est truqué, puis c'est du fake, puis c'est du ci, puis c'est du ça, là, mais quand le gars tombe 15 pieds de haut, là, il tombe 15 pieds de haut. Oui. Puis je peux aller plus loin que ça. Je peux aller avec un certain Mankind qui se fait pitcher d'en haut d'une cage. C'est quoi, 20-30 pieds? C'est 20 pieds. Hein? 15-20 pieds, là, à peu près. Là. OK, puis il tombe en bas, il y a juste une table pour le retenir, là. Il y a juste une table, puis les commentateurs ne le savaient pas qu'il était pour se soigner. Okay. Fait que quand tu vois la figure des commentateurs, tu t'aperçois qu'ils sont commotionnés de voir ce qui leur est arrivé. Fait que, tu sais, oui, le storyline, le fake, tout ça, je comprends, puis c'est une bonne affaire. Puis je sais, j'ai vu des documentaires sur l'histoire de la lutte, puis je sais d'où ça venait, parce qu'au début de la lutte professionnelle, ils faisaient des matchs, puis il y avait des couches, pas des couches, mais comment tu appelles ça? Donc, en tout cas, il y avait une heure pour aller se coucher, là. Fait que, mettons, ça finissait à 10 heures, tout le monde devait aller se coucher à la maison, là. Mais c'est parce que le match n'est pas fini. Ça fait 3 heures qu'ils luttent dans le Moses de ring. Puis parce qu'à l'époque, les matchs de lutte pouvaient commencer à 7 heures le soir, puis le premier combat pouvait finir à 9 heures. Oui, parce qu'il n'y avait rien organisé à cette époque-là. C'était live. Là. C'était comme le gars, il faut qu'il fasse soumettre ou qu'il mette vraiment en knock-out l'autre lutteur. Fait que là, de là est arrivé à un moment donné, les gens se sont dit, écoute, on peut faire de la business avec ça. Donc, on va commencer à organiser les résultats de match. Oui. Mais les matchs comme tels, quand les gars... OK, ils se font des petites tapoches, puis ça fait mal, mais c'est pas trop pire. Mais c'est parce que des fois, il y a des cascades qui se font qui sont hyper dangereuses. Puis là, tu te dis, hey, moi, j'ai toujours dit, dans cette période-là, j'ai dit un jour, il y a quelqu'un qui va se tuer. C'est arrivé malheureusement. Avec Owen, qui a fait sa cascade, puis qu'il y a eu un accident qui est décédé dans le ring. Puis il y a d'autres aussi qui sont morts à droite et à gauche. Tout récemment, il me semble que c'est au Mexique. Je pense que c'est avec Mysterio qui est arrivé une affaire. Oui. Donc,
sais, puis tu en as eu même au pay-per-view de la WWE, à un moment donné que j'ai vu, il y a un gars, c'était une équipe, puis le gars, il a comme une longue moustache, là, je connais pas les noms complets de la nouvelle génération, mais qu'à un moment donné, il est arrivé, puis sa tête a pogné le bas de la 3e corde, puis sa tête a recogné directement sur le mat, puis tu l'as vu tomber à terre parce qu'il a perdu connaissance. Tu sais, c'est dangereux. Oh oui. Mais à un moment donné, jusqu'où t'arrêtes ce danger-là? C'est parce que probablement que la guerre entre la WCW et la WWF à l'époque, elle est tellement intense qu'on se demandait, on cherchait des moyens à aller chercher les codes, les codes d'écoute. C'était les codes d'écoute qui faisaient que tu vis ou que tu meurs. C'était ça, là. Fait que c'était à quel point qu'on pouvait aller chercher le plus pété qu'on pourrait dire pour qu'on emmène l'audience vers nous autres et que l'autre mange chez bas. Ouais. Mais cette valeur, c'est parce qu'Owen en a payé le prix aussi. Oui, effectivement. C'est parce qu'il était fait dans la guerre. Si on va les voir, on peut dire Ricky Martel, sa carrière est finie à cause de ça. Ah ben oui, il a passé à travers d'une porte vitrée. Exactement. Donc, tu sais, puis tu as d'autres affaires. On peut parler de Guerrero, on peut parler de Brian Pillman qui sont décédés aussi, puis des choses comme ça. Il y a des conséquences à tout ça. Puis, à un moment donné, je me dis, la lutte au Québec, elle ne doit pas être aussi avec ça. Quelque part, ça doit être un peu plus conservateur. Je peux te dire qu'à la CCW, là, quand il y avait des combats entre Kevin Martel puis tu avais aussi, mettons, la guerre avait pogné à un moment donné avec Sony. Écoute, c'était... il y avait des échafauds de montée, puis que les gars se tiraient en bas des échafauds, puis... écoute, c'était quelque chose, là. Réellement, je regardais ça, là, des fois, là, puis je me disais, une chance que je ne suis pas là-dedans. Daniel, sais-tu quoi? On prend un break. OK. C'est trop intéressant. J'ai envie de continuer. En plus, je suis un fan, tu es un fan, c'est fou. On va s'amuser. Ouais. Dans la prochaine émission, dans 2 semaines, on fait la 2e partie de cette chronique-là parce qu'on a encore trop de choses à dire, je suis à peu près certain. On n'a pas parlé de ce qui se passe au Québec en lutte professionnelle. Non, ça c'est sûr. Puis je pourrais même t'emmener un gars qui connaît la lutte, là, tu ne peux pas savoir comment. Il va te demander n'importe quoi dans n'importe quel match, il va te répondre comme ça. C'est épouvantable. Une encyclopédie 2 pattes. Écoute, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et on se redit dans 2 semaines pour une autre chronique sur ça m'a fait plaisir. La lutte professionnelle indépendante. Oui, exactement, oui. Chronique merveilleuse qu'on a parlé, parce que les gens, je pense qu'à la maison, se sont rendus vraiment compte que, oh mon Dieu, 2 passionnés de lutte qui parlent ensemble, on n'a pas fini. On a parlé un petit peu des débuts. Donc, comment que, on a été intéressé par Hulk Hogan, après ça, Scott Hall, dont on est un fan mordu, et que Scott, à un moment donné, serrait la main, et là, c'est comme, oh, mon Dieu, je dois trouver une école de lutte, et on a trouvé une école de lutte, et là, on a commencé à faire des shows de lutte. Quand on a commencé dans la lutte professionnelle, dans les cours, Daniel, on était-tu gros comme mon petit doigt, ou on avait déjà commencé à avoir une certaine largeur? Non, j'avais... Parce que, on va être honnête, là, t'as pas une shape à la Diesel, ou encore moins à la Yokozuna. Puis même, je dirais peut-être, pour pas manquer de respect, mais peut-être pas autant que Bret Hart non plus, je dirais peut-être plus à une shape à la Owen. Moi, je sais que j'ai encore une petite coupe de livres à perdre encore au niveau du ventre. Ça, je le sais. Là, mais, à peu près la shape, là, si je disais, OK, on veut t'associer, parce que les gens à la radio ne te voient pas, s'ils veulent t'associer à peu près la grandeur et la grosseur que tu as face à un lutteur qu'on connaîtrait, ça serait pour toi... Je dirais comme tu as dit, oui. Owen? Owen, oui. À peu près dans cette grandeur-là? Oui, exact, okay. Oui. Fait que, quand on a commencé à lutter, on était-tu déjà comme ça ou il a fallu qu'on fasse de la musculature et tout? J'avais commencé à m'entraîner, début des années 80. J'avais déjà commencé à m'entraîner. C'est un de mes amis qui est décédé aujourd'hui, qui est Yves Gauthier, que à l'école, à Donnacona, je le rencontre, puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis tout d'un coup, à la salle de musculation, je passe par là par hasard, puis je le vois, puis je fais un salut, puis il me montre sa paire de bras, puis comment il est. J'ai fait comme « Wow! OK, là, il y a quelque chose, là, le monsieur. » Mais il était tout petit, mais c'est un monsieur pareil. Ça fait que j'ai dit, ça vaudrait peut-être, à la grosseur que j'ai, ça vaudrait peut-être la peine que je commence. Et puis, il m'en parlait un petit peu, il dit, entraîne-toi, plus tard, tu vas le regagner sur Mec, tu vieillisses, puis tout ça. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner vers les années 82, 83. Ça fait qu'en même temps, je suis dans l'armée dans ce temps-là, à l'époque-là. Okay. Ça fait que, veux pas, dans l'armée, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu aies une résistance. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner à peu près les années 82, 83, 84.
je tombe malade, cancer des ganglions, chimiothérapie. Ça fait que j'ai pris un break là-dessus. 85, je suis correct, je recommence à m'entraîner. Puis, j'ai pas lâché depuis ce temps-là. J'ai fait des arts martiaux à travers ça. En faisant des arts martiaux, je continue à m'entraîner. Les arts martiaux, après ça, j'ai tombé au hockey. Le hockey, j'étais gardien de but. Ça fait que j'ai continué. Après ça, j'ai arrêté. Et c'est là que la lutte a commencé par après. Ça fait que j'ai toujours, dans ma discipline de vie, ça a toujours été un fait que de m'entraîner, quand on rentre dans l'école, qui était la RCW. La RCW. À ce moment-là, j'ai déjà une bonne shape. On a déjà une bonne shape. Oui. On a-tu amélioré cette shape-là avec l'école ou on a gardé à peu près la même shape? Je te dirais que j'ai gardé la même shape parce que j'ai un de mes amis qui m'a envoyé une photo de 2001, dans le temps que j'étais à la CCW. Et que j'étais toujours aussi beau bonhomme. Un peu avec un peu moins de cheveux sur la tête. Mais je te dirais que quand j'ai regardé la photo, j'ai dit, mon Dieu, j'ai fait ça, puis je me ressemble il y a 15 ans. Okay. J'ai encore gardé la même shape il y a 15 ans. Ça fait que, non, ça fait partie de ma discipline de vie de m'entraîner parce que dans la lutte, il faut le savoir, il faut avoir un dos de fakir. Oui. C'est parce que tout se fait sur le dos. Oui, puis c'est le dos qui fait fonctionner. Fait qu'imaginez-vous que moi, qui est dans les arts martiaux, qui nous apprend à ne pas tomber sur le dos, mais tomber en bris de chute, comme on appelle, tomber sur le côté, et vous arrivez et on vous dit non. Ce que tu viens d'apprendre, il faut que tu le désapprennes. Wow! Tu me parles de ça, puis c'est drôle parce que quand tu me parles de tomber sur le côté, tout ça, je pense toujours à Ric Flair. À chaque fois qu'il se fait tirer d'en haut de la 3e corde, il tombe toujours sur le côté. À cause de son accident d'avion. À cause de son accident d'avion, parce qu'il faut qu'il protège son dos. Toujours. Et ce monsieur-là est un des rares survivants d'accident d'avion, là. Oui. Puis même, écoute, les gens, ils avaient dit, tu ne remarcheras plus, puis tu seras... Ah, c'est fini, là. Non, il est revenu, là. C'est un genre de Superman, ça, là, ce monsieur-là, là, carrément. Puis malgré tout ce qu'il a donné à la lutte, puis en étant heel, en étant face, on peut pas avoir un immense respect pour ce monsieur-là. Oui, là. C'est quelque chose. J'ai plus de respect en Ric Flair que j'ai de respect en Hulk Hogan. Parce que pour moi, la lutte professionnelle, c'est pas Hulk Hogan, c'est Ric Flair. C'est Ric Flair avec ses 15 championnats. 13, je 13. Puis c'est surtout l'accident d'avion qui fait qu'on lui dit non, tu ne remarcheras pas, et il revient. Exact. Puis c'est pour ça. Puis en même temps, probablement, on sait que à cause de cet accident-là, il est obligé de prendre des anabolisants. C'est parce qu'on le voit souvent avec la mâchoire, ça se voit là. Mais n'empêche que. Il est un peu comme Kirk Angle, qui est obligé de faire pareil à cause de son coup. Ouais. Ça fait que non, c'est réellement quelque chose. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être dans un sport où il sait pertinemment bien que de fortes chances que quand il va arriver dans un certain âge, il n'y a pas un morceau de son corps qui ne va pas lui faire mal? Parce qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour faire ça. Là. Oui, non, je veux dire, il y a des coups que tu vas recevoir que même encore aujourd'hui, là, j'ai mal, là. Le matin, pour moi, des fois, ça peut être douloureux. Là. Quand je me réveille le matin, c'est douloureux. Là. Est-ce qu'on se lève encore ou on roule pour débarquer du lit? Des fois, on roule. Non, c'est que, je veux dire, c'est des accidents que je te dirais des fois qui sont des imprévus. Un accident est toujours un imprévu. Oui. C'est que tu t'attends pas des fois, comme le plus gros accident qui m'est peut-être pu arriver dans la lutte, c'est celui d'il y a 1 an et demi à peu près, où ce que j'ai combattu dans une bataille royale et que pour une bataille royale, il faut que tu passes par la 3e corde et que tes 2 pieds touchent à terre. Oui. Bon, ça veut dire que quand on passe par-dessus, c'est une chute d'à peu près quoi, 10 pieds? C'est au moins 10 pieds. Okay. Ça fait qu'on passe par la 3e corde. Moi, j'atterris vers l'apron du ring, à l'extérieur. Ça fait que souvent, l'apron du ring, il y a un padding pour protéger. Puis en même temps, pour recouvrir le frame du ring. Mais sauf que le padding n'était pas là. OK. Fait qu'on est tombé directement sur le bord du ring. Oui, les reins sont arrivés directement sur le bord du ring. Ça fait que j'ai tombé à genoux et là, j'ai sacré. Puis le gars de sécurité est venu me voir et il dit « T'es-tu correct? » Je me souviens encore, j'ai dit « Non, tabarnak, ça fait mal. » Puis à chaque fois que je respirais, c'est comme si la peau se détachait du muscle. Oh my God. À chaque fois. Je me suis rendu dans le vestiaire. Et le lendemain, durant la nuit, puis le lendemain, j'ai tout le côté droit de mon flanc était mauve-violette. Puis c'est arrivé un vendredi et le samedi, je luttais à la FCL.
Ça fait que à la FCL, quand j'ai enlevé mon gilet, le boss de la lutte, il dit, écoute, je peux pas te laisser aller là. Il dit, non, j'ai dit, gars, j'y serai, je vais lutter. J'ai dit, la seule chose, je vais demander à celui avec qui que je lutte de ne pas me frapper dans le bas des reins, mais dans le haut, ça ne me dérangera pas. Ça fait que, on s'est arrangé comme ça. Ça fait que je peux te dire que le premier bump a été très douloureux. Et après ça, l'adrénaline embarque, puis on continue, puis Mais la réaction des spectateurs quand ils ont vu, quand j'ai enlevé ma petite veste, c'était, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Mais le corps a-tu cette tendance-là à s'habituer? Mettons un exemple, tu sais, t'as mal, puis là, tu fais l'exercice, puis ton corps revient, puis ta douleur s'en va. Quand on est lutteur, puis qu'on a un certain entraînement, la douleur a une tendance à partir plus vite quand on recommence à rambarder dans le... Oui, parce que c'est sûr et certain que plus que tu es ta santé tu as une bonne santé, plus vite que tes blessures vont guérir. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, logiquement, même une coupure va avoir de la misère à guérir. Alors, si moi je lutte, on oublie ça. Hein. Tu me fais une corde à linge, puis... Oui, mais c'est... je pense qu'après ça, vous me ramassez à l'appel. Oui, mais c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est même les... Je te dirais que les plus petits sont les pires. Sont les plus toughs? Pas que les plus toughs. Ils veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Et on dirait que ils ont quelque chose à se prouver. Oui, ils ont quelque chose à prouver, exactement. Les gros n'ont pas... Tu sais, les plus gros lutteurs, plus costauds, n'ont pas grand-chose à prouver. On voit qu'ils sont forts, ça, tu sais, puis qu'ils sont capables d'encaisser. Mais les plus petits, pour le spectateur, il faut qu'il en montre plus. Parce qu'il faut qu'il montre au spectateur que lui n'est pas capable de faire ce que lui va faire. Dans la lutte, c'est ça. C'est sûr que si tu arrives avec un petit gars qui a à peu près 16 ans, qui paye 150 livres, lui, quand il rentre dans le ring de lutte, il faut qu'il montre qu'est-ce qu'il va faire ou ce qu'il va subir. La personne qui est en bas ne sera pas capable de le subir ou de le faire. C'est ça, la lutte aussi. Là. On a couvert un petit peu jusqu'à la deuxième école de lutte. Oui. Parce qu'il y a eu une deuxième école de lutte de Sonny Warcloud. Exact. Quand on a fini ça en quelle année, la deuxième école? J'ai lâché la CCW parce qu'il a fallu que, à cause du travail. Parce que vu que je travaillais en ébénisterie, je travaillais chez Module Fab à l'époque, on avait un gros contrat pour un hôtel. Puis, écoute, la lutte, c'était tout le temps le vendredi soir. Puis, malheureusement, le vendredi soir, je montais à la Malbaie. OK. Dans l'après-midi pour venir tard le soir. Ça fait que j'appelais Sonny, j'ai dit, excuse-moi Sonny, je pourrais pas y aller, je suis pogné à la Malbaie. Ça fait que quand ça fait 4-5 fois que tu sais ça, ben là, je dis, écoute, Sonny, désolé, c'est parce que c'est le travail, je comprends, mais il dit, si tu veux arrêter, il n'y a pas de problème. Il dit, tu peux revenir plus tard, tu seras toujours le bienvenu. Parce qu'il faut comprendre que là, on est dans de la lutte indépendante. Donc, c'est WWE. Non. Tu ne luttes pas, tu n'es pas payé. Exact. Fait que si tu te pointes pas à un moment donné aussi, tu as le promoteur qui, lui, annonce des matchs, il veut avoir quand même... C'est parce que si ton nom est sur l'affiche, le monde s'attend à te voir. C'est ça. Ça fait que c'est sûr et certain. Mais bon, pour se protéger, on va marquer, le promoteur va marquer changement sans préavis. C'est ce qui va arriver souvent. Après ça, ce qui arrive, c'est que, bon, la CC, c'est le vendredi soir. Mais à un moment donné, je parle avec... d'autres lutteurs qui me disent, hey, attends, il dit, ça lutte le samedi soir à Québec. Ça s'appelle le Gym Extrême. Ah, le Gym Extrême, c'était à côté du Colisée de Québec. Où il y avait il faisait de l'escalade aussi dans ce coin-là. Okay. Ça fait que, oui, j'ai dit, je vais aller checker ça. Fait que, admettons que c'était un peu plus petit que le centre Monseigneur Marcoux, surtout en hauteur. Ça fait que je m'en vais voir Michel, qui est un des responsables. Fait que j'ai dit, je serais prêt à venir lutter le samedi, tout. Ça fait que, il dit, je suis intéressé. J'ai dit, écoute, il y a des cours de lutte qui se donnent le mercredi. Ça fait que moi, j'ai dit, c'est parfait. Ça fait que le mercredi, j'emmène d'autres lutteurs que j'avais commencé à former tranquillement. Ça fait que j'emmène des lutteurs au Gym Extrême le mercredi. Après ça, Ça, tu me dis que tu as des lutteurs que tu as formés, mais là, tu étais encore à l'école? Non, là, je luttais. Non. Okay. Là, je luttais. On était professionnels. Là. Oui, parce qu'en 2001, j'ai oublié de dire qu'en 2001, j'ai fait faire un galop de lutte dans mon village, dans mon petit village, qu'on fêtait le 100e anniversaire de Saint-Marc-des-Carrières. Ça fait que la CC est arrivée. Puis, il y a des jeunes qui ont regardé le show, puis ont dit, wow, par après, ils sont venus voir. Puis là, ils ont vu quelqu'un de la place lutter. Là, ils ont dit, ça serait le fun si tu pourrais donner des cours de lutte, puis tout ça.
Fait qu'avant de donner les cours de lutte, ben, j'ai demandé la permission à Sonny. Ben, Sonny, il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, gars, t'es un bon lutteur, puis ce que tu fais, tu le fais bien. Il dit, oui, il dit, moi, ça ne me dérange pas. Ça fait que j'ai commencé à former des lutteurs dans mon coin. On est devenu professeur à ce moment-là. On devient professeur tranquillement. Et après ça, j'ai ouvert, comme on pourrait dire, ma propre fédération, qui s'appelait la PWA à l'époque. OK. Ça fait que je fais venir mes amis, dans le fond, que je connais de la CCW, puis que je connais d'un peu partout, FCL, puis que... Ça fait que j'ai fait venir, puis je fais un amalgame avec ça, puis ça a duré un bon 4-5 ans, je te dirais. Mais Puis, là, elle n'existe plus, là? Non, ben elle existe, là. Okay. Elle a arrêté. C'est plus Daniel qui non, s'en occupe. Non. Elle a arrêté, mais on est en train de la repartir tranquillement. Okay. Là. On est en train de refaire. On a notre ring. Ça fait que on va commencer tranquillement à refaire des shows, peut-être une fois par année ou deux, tout dépendant. Tantôt, on parlait de blessures. Oui. Il n'y a aucune assurance, hein? Donc, si vous êtes blessé, c'est fini. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait une joke à une compagnie d'assurance bien connue qui s'appelle la Combine. OK. Puis la Combine, on sait comment ils peuvent être achalants. Puis ça fait que je dis au gars, j'ai dit, c'est parce que je fais de la lutte professionnelle. J'ai dit, il va me refuser automatique. Pas de problème. Oh non, c'est pas vrai. Mais ça a bien donné pareil que je me fasse assurer parce que oui. j'en ai non, mais c'est parce retiré. que je parle tantôt quand on parlait de la bataille royale, tu tombes, tu te blesses sur le côté. Mettons que tu n'aurais pas été capable de lutter, comment ça marche? Parce que tu n'es pas payé normalement si tu ne luttes pas. Non, ça c'est un fait. Je veux dire, même ça peut t'empêcher de travailler. Oui, bien, il y a ça aussi. C'est parce que je travaille. Moi, à l'époque, quand ça m'est arrivé, je travaillais aussi. Là. Ça fait que je peux te dire que les escaliers étaient pesantes. Parce que je travaillais toujours dans le domaine de l'ébénisterie. Puis, j'étais livreur pour Boiserie Signé, qui font des escaliers. Mm-hmm. Fait que quand mon boss me vu avec ce bleu-là, il a dit « Par où t'es passé? » Fait que là, j'y explique. Ça fait que je peux te dire que lever des charges de 100 livres et quelques, c'était pénible, là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans une affaire comme ça? Parce que là, tu peux pas travailler. Puis là, tu peux pas faire. Fait que là, tu perds de l'argent, tu perds des revenus. Non, c'est-tu là que l'assurance rentre en ligne de compte? Oui, c'est ça, exact. Okay. Moi, ce que je travaillais, j'avais déjà une assurance collective qu'on appelle. Ça fait que. Mais là, c'est pas un accident de travail. Non. Mais je suis assuré pareil. Ah, OK, c'est bon. Oui, l'assurance collective va nous protéger pareil des accidents sportifs qui vont nous arriver. J'aurais pu marcher sur le trottoir, me fouler la cheville, j'aurais été payé pareil. Ah, ben au moins, il y a ça. Non, il y a ça. Mais c'est pas toutes les compagnies qui l'offrent non plus. Puis c'est pas tous les lutteurs qui ont ça. Non plus. C'est sûr et certain. Okay. Ça fait que, oui, tu sais, quand on lutte, on fait attention à ne pas se blesser, mais à un moment donné, peut-être ça risque de nous arriver, comme ça, peut-être ça t'arrivera jamais non plus. Non, mais il faut toujours opter avec l'optique que ça va arriver à un moment donné parce que c'est un travail à haut risque. Oui. Puis, honnêtement, dans la Fédération de lutte indépendante du Québec, dans les fédérations, parce qu'on les fédérations, on va oui. rapidement en parler tantôt, tu ne peux pas gagner ta vie avec ça. Non, impossible. Parce que ça ne lutte pas à tous les jours. Tu ne luttes pas toutes les semaines, puis de toute façon, tu es payé selon où ce que tu es dans la carte, puis en même temps, avec la foule. Si la foule t'attire seulement que 25 personnes, attends-toi pas à recevoir un gros cachet. Là, la fédération, il faut qu'elle vive. Souvent, elle va te dire, j'ai pas d'argent pour te payer. Puis souvent, il y en a qui vont y aller, mettons comme... tu commences le combat, tu fais un dark match qu'on appelle. Le dark match, c'est un pré-combat avant le gala de lutte en tant que tel. Bien, souvent, le dark match, la personne n'est pas payée. C'est parce qu'il faut qu'elle prouve qu'elle est capable de lutter. C'est comme une formation. C'est ça, exact. Oui, c'est un genre de formation. C'est comme si on dirait, avant de tomber dans les réguliers, il faut que tu fasses tes preuves. Ça fait que dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle de faire un dark match. C'est que tu vas faire un match. Le monde arrive dans la foule. La foule arrive, elle commence à s'asseoir, mais le combat a déjà commencé. Mais c'est un peu comme les pré-shows, quand tu vas voir un show de musique, un petit groupe indépendant du secteur qui fait un... Exactement, oui. Comment ça marche au Québec pour un lutteur? On ne parlera pas d'école parce que on parlait tantôt avant l'émission, je te disais, es-tu capable de me mettre en contact avec une école? Parce que j'aimerais ça parler à quelqu'un qui a une école de lutte pour voir comment ça marche. Puis ça, je veux plus porter ça avec l'école. Qu'est-ce que les gens doivent... s'ils veulent devenir lutteur, à quoi qu'ils doivent penser et tout et tout. Mais
comment ça marche, les fédérations? Tantôt, on se parlait, puis je pense que de la façon que tu m'en parlais, j'avais l'impression de revivre la bonne vieille NWA des années 80, c'est-à-dire que tu as plein de petits territoires, puis chaque lutteur lutte dans chacun des territoires, puis il faut qu'il demande une autorisation à tel territoire pour aller lutter dans l'autre territoire, et ainsi de suite. C'est-tu comme ça que ça marche au Québec? Non, pas nécessairement. Je te dirais que, mettons, moi, je lutte avec la FCL. Je suis un régulier à la FCL, à la Fédération canadienne de lutte, d'un Régent Desaulniers, qui a déjà été un ancien lutteur, qui a connu Sonny Wacloud et toute Ville de Fiche-Poisson et tout ce monde-là. Il y a tellement de fédérations au Québec que, comment je pourrais dire ça, ils essayent de ne pas trop arriver en même temps les uns des autres parce que c'est toujours les mêmes lutteurs qu'on va avoir. Parce que moi, souvent, quand je vais lutter, mettons, à FCL, ces gars-là, je vais les rérencontrer probablement dans une autre fédération de lutte un autre samedi soir. Comme, mettons, la EWE, qui est à Sainte-Clotilde-Horton. Bien, souvent, je vais rencontrer les gars avec qui j'ai lutté la semaine d'avant. Et je vais rencontrer d'autres personnes avec qui que je vais lutter la semaine d'après. Fait qu'on peut-tu dire que toutes les petites villes ont quasiment leur petite fédération? Oui, on pourrait dire les grosses villes. C'est surtout les fédérations qui vont s'implanter dans la ville. Ils vont demander à avoir un local. Puis après ça, un coup qu'ils ont le local, là, ils vont organiser des shows de lutte. Puis y a-t-il une grosse compétition entre chaque fédération? Dans le sens, si, mettons, Sonny Wacloud arrive avec sa fédération, puis que tu luttes pour lui cette fin de semaine-là, mais que, mettons, tu es un samedi, puis qu'un dimanche, tu as un autre show dans une autre affaire, lui, il va-tu dire, là, j'aimerais pas que tu ailles là, ou il va dire, pas de problème, de toute façon, ça touche pas à ma journée. Puis... c'est ça. Lui, ça touche pas à sa journée, il n'y a pas de problème. Même souvent, à un moment donné, il m'a déjà demandé, Sonny, il dit, il y a une fédération pas loin de chez vous, il m'a envoyé là, ce samedi-là. C'était un samedi. Il dit, lui, c'est le samedi, c'était la FCL. Fait que je connaissais pas la FCL, moi, à l'époque. Puis là, il me dit, c'est sur le boulevard Royal, centre Christ-Roi. Il dit, tu t'en vas lutter là samedi. Je suis prêt à passer une coupe de mes gars. Fait que c'est là que j'ai commencé à connaître la FCL. C'est là que j'ai commencé à lutter là. C'est grâce à Sonny qui m'a envoyé là, justement. Puis c'était le samedi. Fait que j'ai lutté là pendant une bonne secousse. Après, j'ai arrêté. Je suis allé dans d'autres fédérations. Puis après ça, je suis... quand je pourrais dire, j'ai rérencontré Régent. Régent m'a demandé, ça te tenterait-tu de revenir à FCL? Moi, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est toi qui décides. Si tu veux que je y retourne, moi, j'ai aucun problème, je ne m'imposerai pas. Ça fait que c'est là que j'ai recommencé à lutter à la FCL. Puis en même temps, à l'époque, je luttais pour d'autres fédérations qui a déjà été la NBW. J'ai lutté pour la FLSH... Attends une minute, en tout cas, le nom va revenir. Oui. Mais la plus grosse, c'était celle avec Frenchy Martin, qui était à Windsor. Le nom là, Frenchy va être fâché après nous autres. Oui, Frenchy va être fâché parce que c'est sûr et certain, mais c'est toute une fédération de lutte parce que quand on rencontrait Frenchy, écoute, Frenchy nous en comptait des vertes des pommures. De toute façon, il a fait son petit. On s'entend qu'il a fait du chemin, lui, là. Ah, oui, parce qu'ils nous en ont compté. Ils nous en ont compté des vertes des pommures, surtout quand il partait dans d'autres pays. Là. Ça, c'était quelque chose. Mais c'est là aussi qu'on commence à comprendre comment ça marchait à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus de dire que oui, Vince a tout acheté les territoires, il a tout acheté ce qu'il était capable, mais tranquillement, les territoires se reforment. Ouais. Ils sont en train de se refaire, les territoires. C'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que je regarde le produit de WWF présentement, puis je suis un petit peu déconnecté, parce que Vince fait toute la construction de ses lutteurs à l'interne, mais ils n'ont pas d'expérience de vie. Fait que tu les regardes aller dans le ring, puis tu as l'impression de tout le temps voir le même monde, puis tu as l'impression que tous les gestes qu'ils font sont automatisés. C'est pas naturel parce que le gars a été expérimenté dans différents secteurs, puis qu'il y a comment je pourrais dire, donc il y a, ils ont appris, OK, ça pourrait se faire, mais comme ça, tel lutteur m'a montré telle affaire, fait que là, ça me semble que ça a une meilleure façon de rouler au niveau de la manœuvre que je le fais, là. Parce que j'ai lutté à un moment donné avec un monsieur qui s'appelle Joseph Von Schmidt. Mais c'est un des lutteurs indépendants aux États-Unis. Puis je lui demande s'il gagne bien sa vie. Il m'a dit oui. Mais là, j'ai dit oui, mais ça ne t'intéresse pas la WWE? Parce qu'il est capable de y aller. Là. Il a la grandeur, il a la grosseur, tout. Il est très bon. Il dit non, ça ne m'intéresse pas parce que justement, je suis sur le circuit indépendant. Il dit je lutte sur certains territoires. Je vais faire 3-4 semaines en un. Je fais accroche, je suis blessé. Je pars dans un autre territoire. Ah, c'est bon. Je repars dans un autre territoire, puis il dit, je décide de mon horaire de travail. Ouais.
Ça fait que c'est lui qui décide. Il dit, ça ne me tente pas de travailler à tous les jours, me faire, tu sais, puis on sait que Vince, des fois, il va presser le citron. Et il va chercher le meilleur du gars. Oui. Tout ce qui est capable de sortir, il va le sortir. Mais il va pour le public avant aussi, tout. Oui. Mais quand on recule dans les années 80, comment je pourrais dire ça? Les gars avaient certains congés pareils. Tu sais, il y avait le Monday Night Raw. Mais quelqu'un me disait, normalement, je pense qu'il lutte 300 jours par année. Exact, oui. C'est parce qu'il reste 52 journées de congé. Jacques, il ne voyait pas Jacques Rougeau, puis Raymond, il ne voyait pas ses enfants souvent. Hein? Non. Ça, tu peux en Il n'y a être pas sûr. personne qui voit leur famille là, souvent. Puis c'est sûr que sur le niveau indépendant, c'est pas du tout le même créneau puis la même. On a-tu juste lutté au Québec? Parce que je sais que tout le monde, habituellement, tous ceux qui sont dans la lutte, ils disent toute la même affaire. Habituellement, quand tu veux vraiment t'aller dans le milieu professionnel, tu vas au Japon. Oui. Tu vas là, puis c'est ta meilleure école, c'est là que tu apprends. Le Japon sont des malades. Sur la lutte, là, réellement, là, c'est des vrais malades. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui a la... Souvent, les gars de la WWE, quand ils ont la chance d'aller au Japon, ils vont. Ils vont, c'est automatique. Ah oui. C'est... En tout cas, moi, d'après ce que j'avais entendu parler, c'est 4 jours de lutte, 3 jours de congé. Tout est payé. Puis même qu'à un moment donné, on m'avait déjà dit que, mettons, ceux qui avaient le blonde, le femme, qu'il y avait un billet d'ouvert pour qu'ils puissent venir les rejoindre là-bas, rester le temps qu'ils veulent, puis à partir de repartir par après, par chez eux en avion. Oui, mais les familles sont très importantes au Japon. Au Japon, oui. C'est oui, très honorable. Fait que... Oui. Mais par exemple, quand tu les regardes lutter dans le ring, c'est anything goes. Ah, oui, Je me rappelle d'un match Hulk Hogan, Stan the Man Hansen, puis j'ai jamais vu Hogan piner un gars aussi le plus rapidement qu'il pouvait parce que tu sentais qu'il n'était pas capable d'arrêter Hansen. Sinon, sa petite finition avec son petit leg drop sur la gorge, ça n'aurait pas marché. Non, ça n'aurait pas marché. Puis j'ai même vu un combat où Hogan était là. Puis moi, j'avais connu le Hogan des années 80 aux États-Unis. Mais quand j'ai vu le Hogan du Japon, c'était pas pareil. Ah, pas du tout. C'est pas le même gars. J'ai vu faire des prises qu'il n'avait jamais faites à WWF. Là. Jamais. Parce qu'on lui avait interdit de le faire. Ouais. Parce que Vince, quand il fait une création de sa superstar, comme on pourrait dire, c'est lui qui va y imposer des restrictions. Face au Québec, là, le Québec, c'est toi qui décides de comment tu bâtis ton personnage. Exact. Oui. Ça peut jamais arriver que... Oui, on m'a jamais dit que tu n'as pas le droit de faire telle chose. Là. Non, c'est sûr que quand tu regardes le match d'un autre, puis qu'il vient de faire un mouvement que tu peux être habitué de faire, tu te dis, j'irai pas le refaire. OK. Parce qu'on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. De quoi, mettons, un mouvement c'est rare qu'on voit, comme le Canadian Destroyer. On ne voit pas ça tous les jours. Là. Le match est souvent... Est-ce que vous le pratiquez avant? Ou vous faites ça live? On s'en parle. OK. Moi, souvent, le pratiquer, comment je pourrais dire ça? Mais c'est-à-dire vous faites comme un pré-match là, ou quelque chose là, pour juste voir les moves, comment vous allez le faire, ou vous arrivez là et vous dites on improvise dans le ring, on va voir où ça on peut s'en arriver va avec d'improvisation. On va, mettons, avec... je vais dire, mettons, avec... celui avec que j'ai lutté le plus souvent, ou ce que c'était les matchs les plus agressifs que j'ai pu faire, c'est avec Junior, Dave Champagne. Au début, quand j'ai lutté avec lui et son père surtout, ça l'a cliqué, là, numéro 1 avec son père. Là, il voyait la même vision de lutte que moi. Pas de sang, old school, on se rentre dedans. Mais on fait attention au niveau du visage. Ouais. Mais le reste, on tapoche. Il avait la même philosophie que moi. On a fait un combat, c'était la première fois que je luttais avec ce monsieur-là, puis ce gars-là, qui est Dave le Justicier, que son coach était Dino Bravo. Wow, OK. Puis la journée que Dino est décédé, il devait aller souper chez eux cette soirée-là. Mais vu qu'il y avait comme une genre de petite tempête de neige, il avait appelé Dino puis il avait dit je peux pas y aller. Mais à cause des enfants puis de ma femme, tout ça, ça fait que Dino, il dit pas de problème, il dit on se reprendra. C'est cette soirée-là que Dino est décédé. Il avait la même vision, puis Dino l'avait entraîné, ça fait que il avait entraîné. T'arrêtais un nouveau Dino Bravo. Oui, dans un sens, oui, parce qu'il y avait, je te dirais même qu'il a la grosseur de Dino. Il est big, le monsieur, là, réellement. Là. Ça fait que j'ai lutté avec son gars, puis avec son gars, ça a cliqué tout de suite, lui, avec.
avec Dave Junior, qu'on appelle, Junior Champagne. Ça fait que Junior le justicier. Puis, à chaque fois qu'on s'affronte, écoute, tu dirais, vous vous haïssez. Ça n'a pas de bon sens. Les coups qu'on se donne, là, c'est... en tout cas, c'est solide, là. Comme on dit, là, c'est solide. Là, les coups de strap rentrent, là. Okay. Parce que lui, il y a une strap, puis c'est marqué le justicier. Puis il s'en est servi une couple de fois sur moi. Bon. Puis moi, je me suis en ai servi une couple de fois avec lui. Puis les coups d'échelle... C'est une vraie belle histoire d'amour, finalement. Ah oui. Puis on se respecte tous les deux, là, ça n'a pas de sens. Oui. Je l'appelle mon frère de lutte, là, réellement. Là. On a les mêmes visions. On voit la même chose, la lutte. Quand que le monde vienne puis qu'il paye, c'est pas du ballet qu'ils veulent voir, c'est de la lutte. Ça fait qu'on se tapoche, on se rentre dedans. Puis quand on a fini notre gala, on se donne la main, on est content de ce qu'on a fait. On a vu que le public a pogné, ont aimé. Parce que moi, souvent, Junior, c'est le gars de la place, de Windsor. Ça fait que quand que je rentre et que je lutte contre lui, il faut être sûr que je me fais haïr, mais solide. Là, la dernière fois que j'ai lutté avec Junior, c'était un match d'échelle à Danville. Puis j'ai mangé un coup de poing sur la mâchoire par un spectateur. Oh! OK. Oui, il y a encore du monde qui prennent ça. Oui. Puis une chance. Le gars était sous, ça fait que ça n'a pas été terrible. C'était pas un gros coup de poing qui est arrivé. Mais juste pour vous dire comment que quand on a une belle chimie avec l'autre lutteur, comment que ça peut bien sortir, puis que le monde, par après, ils vont dire, coudonc, ils se tapochaient dessus pour le vrai. Ça veut dire que ta job a été faite. Hey, Daniel, ça a été super intéressant de t'avoir avec nous en ondes. Merci énormément de nous avoir accordé cette entrevue-là. Ça a été super génial. Puis pour les fans de lutte, si vous voulez voir Daniel lutter, y a-t-il des endroits qu'on peut suivre ta carrière? Ou... Oui, il y a des vidéos de ça moi sur YouTube. Okay. Vous tapez Razor Revolution VS, puis ça va vous apparaître. Il y a la FCL, le prochain show qui est samedi prochain à 19h à Shawinigan. Pas temporel, ça fait que là, ça fait longtemps que le show est fini. Oui, exact. mais au moins sur Internet, si on va sur le site de la FCL, on va avoir probablement tous les horaires. La FCL a son Facebook aussi. Bon, là, FCL, Fédération canadienne de lutte. Ça fait que vous allez sur le Facebook et vous allez avoir la carte des lutteurs qui sont présents et des matchs, oui. Daniel, encore une fois, un gros merci et bonne carrière. Merci. Mais on en a encore pour quelques années. En tout cas, aussi longtemps que le corps va le permettre. Parce que oui, c'est ça. Parce que malgré l'âge qu'on pourrait dire, parce que souvent je lutte avec des lutteurs, des jeunes qui ont quoi, 20, 25, puis jusqu'à 30. Quand ils me disent, coudonc, quel âge que t'as? Ils sont surpris de voir l'âge que je peux avoir. Daniel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine.